Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, ma complice, notre consultant Stéphanie P. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Tout va bien ? Oui, vous ? Ça va, merci. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Ce mois-ci, dans votre chronique, on parle du Brexit. Fait un petit point de situation. Exactement. Il y aura aussi la question de l'internaute. Alors Hélène nous a demandé ce qu'était le prélèvement forfaitaire unique, donc on lui répondra. Dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre dossier, plus loin encore que le Made in France, le Made in Isère, avec une exposition en préparation. C'est la Jeune Chambre économique de Grenoble qui s'y colle à vos candidatures. Et puis focus sur le groupe Payan, un groupe discret, un géant. C'est en France l'un des plus importants distributeurs d'engins pour les TP, pour les travaux forestiers. Basé à Domaine, il emploie plus de 365 personnes. Il vend, loue et entretient du matériel avec une devise, la passion du service et un impératif, la proximité. C'est un vrai pari pour une entreprise présente dans 55 départements. Allez, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Alors certains parlent d'un saut dans le vide, d'autres d'un divorce qui laissera des traces. Londres et l'Union européenne poursuivent les négociations qui doivent aboutir au Brexit. La Première ministre Theresa May a demandé une période de transition d'au moins 2 ans, bien consciente des effets que pourrait avoir cette séparation. Stéphanie, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce Brexit ? Par un événement tout simple. Alors déjà, rappelons que le Brexit, c'est l'abréviation de British Exit, qui est le résultat d'un référendum qui a eu lieu le 23 juin 2016 en Grande-Bretagne. Référendum au cours duquel on a posé la question aux Anglais, est-ce que vous voulez rester ou non dans l'Union européenne ? Ils ont répondu non à 51,9%. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de mener les négociations pour pouvoir le faire. La Grande-Bretagne, il faut le rappeler, n'est pas un acteur complètement intégré dans l'Europe, puisqu'elle ne fait pas partie de la zone euro. Elle est absente également des accords de Schengen. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est entre l'Europe et les Anglais une espèce de « je t'aime moi non plus » qui dure depuis une soixantaine d'années. Et donc, l'actuelle ministre Theresa May, en fait, c'est pas elle directement qui négocie, puisqu'elle a créé un ministère du Brexit et qui négocie les contours de la sortie qui devra intervenir au plus tard en mars 2009. Donc les négociations sont loin d'être terminées. Est-ce qu'on a déjà une idée des futures conséquences politiques et économiques de cette sortie ? Alors, les conséquences politiques en Grande-Bretagne sont d'ores et déjà là, puisque Theresa May est quand même très, très critiquée et très chahutée, j'ai envie de dire, sur ce sujet. Sur le plan économique, là, on a vraiment à peu près toute la gamme des experts. Pour certains, c'est une catastrophe, puisque la Grande-Bretagne est une des places financières les plus importantes au monde, et donc ça va avoir des ravages sur l'ensemble de l'économie européenne. Il y a des eurosceptiques qui vous disent que ça ne changera rien. Et puis, pour d'autres, c'est l'opportunité de ressouder les liens entre les membres de l'Union européenne. Et au contraire, c'est une très, très grande opportunité pour les pays qui resteront dans l'Europe. En fait, les sujets brûlants qui sont négociés actuellement, c'est d'abord la facture de sortie de l'euro. On parle d'une soixantaine de milliards, c'est beaucoup d'argent. Les négociations portent aussi sur la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux. Et notamment sur les personnes, il y a un vrai point de sensibilité en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui est la liberté de circulation entre l'Irlande et l'Angleterre, puisque l'Irlande est le seul pays qui a des frontières terrestres avec l'Angleterre. Les Irlandais étaient d'ailleurs eux-mêmes très hostiles au Brexit, et ils sont donc très hostiles à une frontière dure, c'est-à-dire rétablissement total des frontières. Et puis se pose, in fine, sur le plan politique de Grande-Bretagne, la question de l'intégrité du pays, puisqu'on l'a dit, l'Irlande était contre.
l'Écosse était contre et Londres était contre également. Une grande partie des échanges à l'occasion de cette discussion autour du Brexit devrait porter sur les échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue économique, la principale conséquence économique a été la chute de la livre, alors très brutale, et puis mais qui reste à un niveau beaucoup plus bas qu'avant le Brexit. On pense quand même qu'il y aura des conséquences économiques qui ne seront pas neutres. Par exemple ? Alors, par exemple, côté Royaume-Uni, les experts, j'ai envie de dire de tous bords, anticipent une perte de croissance du produit intérieur brut entre 4 et 7,5%. En fait, le coût économique du Brexit est attendu sur le long terme, pas forcément par un recul absolu, mais par une moindre croissance, en fait, notamment par le rétablissement de frontières, donc d'obstacles aux échanges, je le disais tout à l'heure, sur les biens, les services, les capitaux et les personnes. Par exemple, le principal inconvénient de cette période, c'est que justement vous avez à peu près toutes les études qui disent tout et leur contraire. Donc, ce qui génère de l'incertitude, et on sait très bien que l'incertitude, c'est l'ennemi majeur de l'économie. L'économie n'aime pas l'incertitude. Exactement. Les partenaires du Royaume-Uni seront aussi affectés négativement par le Brexit, par les budgets, on a dit. La contribution du Royaume-Uni à l'Union européenne était très importante. Les partenaires du Royaume-Uni devraient subir un coût permanent par la moindre circulation, par l'intensité moindre des relations commerciales. Et puis, bien évidemment, tout dépendra de l'intensité des échanges commerciaux qu'il y avait précédemment au Brexit. Alors, quid des conséquences en France ? Alors, en France, en fait, quelques chiffres. Le Royaume-Uni absorbe 7,8% des exportations françaises de biens et 11% des exportations de services. Un impact du Brexit est notamment attendu sur le tourisme. C'est une grosse industrie française. Et si on prend un exemple, dans les Alpes, les Anglais représentent 37% de la clientèle totale. Donc on voit l'impact que ça peut avoir. Ça n'est qu'une illustration. Notamment sur la libre circulation des personnes. Exactement. Au demeurant, la France ne fait pas partie des pays les plus exposés parce qu'en pourcentage du produit intérieur brut, les exportations françaises de biens et services vers le Royaume-Uni ne représentent que 2,2% de ce PIB, contre 3% en moyenne dans les autres pays de l'Union européenne. Et par exemple, c'est 6,5% aux Pays-Bas, 7,5% en Belgique ou 11% pour l'Irlande. Et on le répète, c'est vraiment le pays qui est le plus impacté. Et puis, surtout, le point, c'est que la France peut espérer bénéficier de la relocalisation de certaines activités financières qui seront obligées de quitter Londres sous l'effet du Brexit. Oui, on a vu d'ailleurs ces derniers mois, effectivement, plusieurs banques envisageant de quitter Londres pour rejoindre la France, l'Allemagne, l'Irlande. Exactement. Alors la France a très vite, fait un appel au peuple en disant qu'elle était très bien placée et qu'elle était vraiment prête à accueillir toutes les banques anglaises qui voulaient venir s'installer chez elle. Il y a des concurrents, Francfort, Dublin, Amsterdam. Mais c'est vrai que la France possède un écosystème financier qui est assez complet, avec de grands acteurs, de grands clients, et puis à peu près tous les métiers, que ce soit les métiers de gestion d'actifs, de BFI, de private equity. Donc c'est un bon candidat. On a eu un exemple aussi à la fin de l'année dernière qui est la décision qui a été prise par l'Agence bancaire européenne de venir s'installer à Paris. Donc c'est un régulateur. Alors ça n'est pas une banque au sens banque commerciale, mais c'est un régulateur. C'est quand même très important parce que bien évidemment le régulateur a un pouvoir d'influence qui est très très important. Et puis l'ampleur de ces mouvements va aussi dépendre justement de ces autorités de contrôle. Est-ce qu'elles accepteront qu'il y ait des banques boîtes aux lettres qui viennent s'installer ? Est-ce qu'elles accepteront que les chambres de compensation ne soient pas délocalisées ? Il y a toute une réglementation qui doit se mettre en place, mais bien évidemment, pour ça, il faut d'abord connaître les contours des négociations sur le Brexit. Les négociations qui se poursuivent. Merci beaucoup Stéphanie, des négociations qu'on va suivre. On suivra évidemment attentivement tout cela et on rappelle que selon les traités, les discussions doivent se terminer en mars 2019. Tout à fait. La révolution des imprimantes 3D. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici même avec Stéphanie. Nouvelle illustration avec une start-up née en décembre 2016 et installée à La Tronche sur le site de Biopolis. Microlite 3D fabrique des imprimantes capables de travailler à l'échelle du micron. Très utile notamment pour agir sur les protéines. Pour illustrer son savoir-faire, la jeune pousse a même eu l'idée d'envoyer cette année ses vœux 2018 écrits sur un cheveu. Toujours plus petit, toujours plus précis.
Chez le Grenoblois Microlight, les imprimantes fabriquent des objets 3D de la taille d'un micron. C'est 100 fois plus petit qu'un millimètre. Le cœur de la technologie de notre imprimante est basé sur le fait de focaliser très précisément un faisceau laser. Et c'est ce faisceau laser qui vient solidifier les matériaux qu'on veut imprimer en 3D. Donc on part d'un matériau liquide et là où passe le faisceau laser, on solidifie le liquide et en suivant un chemin bien particulier, le laser va créer une forme en 3 dimensions. Les 2 points forts de l'imprimante sont d'être 100 fois plus précis que les meilleures imprimantes 3D du marché et d'être capable d'écrire directement dans des matériaux biologiques. Cette technologie de pointe est particulièrement utilisée dans le monde de la recherche pour une application très diverse d'un client à l'autre. Il y a un de nos clients, une grande université américaine, qui a acheté une de nos machines pour réaliser des micro-robots en 3D. C'est-à-dire qu'ils vont imprimer en 3D grâce à notre système des micro-robots. Et ces micro-robots, ils ont vocation ensuite à se déplacer dans notre corps pour porter un médicament à un endroit précis, malade d'un patient, au lieu d'avoir un médicament qui se dissémine partout dans le corps. Pour se démarquer, l'entreprise ose couper ses cheveux en 4 pour ses vœux 2018. On a décidé pour nos vœux d'utiliser un cheveu, c'est-à-dire un élément tout petit qui nous est familier. Et d'écrire sur ce cheveu 2018, Happy New Year, pour souhaiter la bonne année à tous nos clients et nos partenaires. Depuis sa création, la start-up a déjà installé une quinzaine d'imprimantes dans le monde. À Grenoble, Minatech et le campus de Saint-Martin-d'Air ont validé le produit. D'autres envisageraient peut-être de l'utiliser. Et les imprimantes de Microlight 3D sont conçues et assemblées à la tronche. La start-up en a vendu 5 en 2017. Elle espère doubler ce chiffre cette année. Il n'y a que 2 sociétés dans le monde capables d'imprimer des messages aussi petits. Microlight 3D est sélectionné pour le prix Innover pour gagner par Classe Affaires. L'édition 2019, puisque le lauréat de 2018 sera connu dans quelques jours, début mars, au World Trade Center de Grenoble, à l'occasion du forum Innover pour gagner. Le Made in France, est-ce une arme fatale pour améliorer notre balance commerciale ou une illusion face à une implacable mondialisation? Toujours est-il qu'il aiguise notre fierté nationale et valorise des savoir-faire parfois méconnus. Alors la jeune chambre économique de Grenoble a décidé d'aller plus loin en faisant la promotion du Made in Isère, une initiative qui ne pouvait que retenir l'attention de Classe Affaires. Nous recevons Nour Ben Salem. Bonjour. Bonjour Christophe. De la Jeune Chambre économique de Grenoble. Merci d'être avec nous. On va d'abord rappeler ce qu'est la JCE de Grenoble. Oui. Alors, la Jeune Chambre économique de Grenoble fait partie de la Jeune Chambre économique française qui est alliée à la Jeune Chambre internationale. C'est la JCI, Junior Chamber International. Il s'agit d'une association à but non lucratif qui est formée de 400 000 membres qui sont répartis dans 180 pays dans le monde. Les bénévoles à la Jeune Chambre économique sont âgés de 18 à 40 ans et ils vont mettre en place des actions au profit de leur cité dans les domaines économiques, sociaux ou culturels. Le but étant d'apporter un changement positif tout en se formant à la prise de responsabilité. J'ai bien compris qu'après 40 ans, on était plus jeune, quoi, c'est ça? Non, il ne faut jamais dire ça. Bon, il y a combien de jeunes chambres économiques en France? Une centaine? Alors, il y a un peu plus de 200 jeunes chambres économiques locales. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette organisation compte comme étant le groupe principal de jeunes citoyens entrepreneurs qui offrent cette démarche active pour contribuer au progrès de la société. Alors, par exemple, vous avez mené des actions assez symboliques ces derniers mois. Mon métier sans cliché, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, nous menons des projets citoyens très innovants au sein de la métropole grenobloise. Et parmi les actions les plus connues, c'est Mon métier, c'est son cliché. Alors, cette action visait à casser les stéréotypes qui sont liés au genre dans les choix de l'orientation professionnelle. Elle a été réalisée en collaboration avec le collège de Couplevie et le collège du lycée Mistral. Et le but, c'était de faire découvrir à des jeunes collégiennes des métiers à cliché masculin et à des jeunes collégiens des métiers à cliché féminin. Bon, il y a eu aussi le CV citoyen. Tout à fait. Le CV citoyen, alors ça s'inscrit dans une démarche qui est plus nationale. Donc ça a été aussi guidé par le mouvement Jeune Chambre économique française. Et le but, c'était de valoriser auprès de l'employeur toute contribution dans le domaine associatif
donc pour mettre en valeur cet ensemble de compétences. Voilà, dans un CV, ce qui est important, c'est l'expérience professionnelle, mais aussi l'engagement Tout à fait. citoyen. Et puis donc, il y a cette action sur le Made in Isère pour promouvoir les produits et les savoir-faire du département. Tout à fait. Donc, mettons le focus aujourd'hui sur le Made in Isère. Alors, le Made in Isère, il faut savoir que ça a été intitulé initialement le Made in 38. Il a été lancé il y a 2 ans par la Jeune Chambre économique française et la Jeune Chambre économique de Bourgoin-Jallieu. Le Made in est un projet d'envergure nationale qui a été expérimenté dans environ 14 départements en France et qui a eu énormément de succès. Beaucoup de retombées au niveau économique et aussi au niveau médiatique. Le Made in Isère vise la promotion des produits et des savoir-faire du département en mettant à l'honneur 38 produits phares de notre département via une exposition photographique itinérante. 38 produits pour 38, le numéro de l'Isère. Si on avait été en Savoie, ça aurait été 73, c'est ça? Bon, allez, on va choisir. Donc, vous êtes à la recherche, là, actuellement, de 38 produits ou savoir-faire du département pour les sélectionner. Et puis, l'objectif, c'est d'organiser une grande expo photo. Tout à fait. Donc, en fait, alors, cette exposition photographique, d'abord, pourquoi le Made in? Le Made in Isère, en fait, on était parti du constat suivant, c'est que notre département, en fait, bénéficie peu des retombées de notoriété des produits issus de son territoire. Il va garder une image à connotation sportive et touristique, mais qui ne reflète pas la totalité de sa réalité. Et on voudrait justement, à travers ce projet, faire connaître au grand public la diversité de ce territoire, ainsi que le potentiel industriel et artisanal. Un produit ou un savoir-faire, vous savez, c'est le résultat d'un processus de fabrication, mais aussi d'une aventure humaine que nous voudrions raconter à travers cette exposition, à travers l'œil expérimenté de notre photographe professionnel, Denis Morel, qui nous accompagne dans la réalisation de ce projet. Alors, on va voir quelques photos de Denis Morel. C'est lui qui ira dans les entreprises qui auront été sélectionnées pour les photographier. C'est un photographe qui aime donner une âme à des machines qui n'en ont pas forcément au premier abord. Tout à fait. Monsieur Morel a été fortement sensibilisé par notre approche. Il a déjà travaillé aussi sur des projets similaires, notamment sur le développement de la métropole à Saint-Étienne. Et cela donc s'inscrit bien en fait dans l'approche du Made in Isère. Voilà, il aime rendre humaines des machines qui ne le sont pas forcément. Et puis évidemment, quand on parle de savoir-faire, on imagine que la gastronomie peut aussi faire partie de votre sélection. Hein. Alors, tout à fait. Donc, nous, notre but, justement, c'est de faire ressortir la diversité donc des différents produits qui existent sur notre territoire. Donc, on vise tout type de secteur, la gastronomie, les métiers de bouche, l'artisanat, l'agriculture, les équipements de sport, les équipements d'alpinisme, de montagne, les nouvelles technologies. Les petites et les grandes entreprises, d'ailleurs. Les petites et les grandes entreprises, on vise aussi bien le petit artisan que la start-up de l'innovation, que la grosse entreprise. Bon, la condition, c'est d'être installé en Isère, d'avoir un savoir-faire reconnu et présentant un caractère innovant. Sélection, donc, on est dans la phase de sélection des 38 produits. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, candidater jusqu'au 28 février. Hein, faites vite sur le site internet jceg.fr, Jeune Chambre économique de Grenoble. Sur le fond, Stéphanie, on joue beaucoup sur ce Made in France, sur ce Made in Isère pour la fibre nationale ou régionale. Ça a un vrai impact aujourd'hui, à l'époque où on parle tant de mondialisation, d'échanges internationaux? Je pense que c'est important parce que les savoir-faire, alors c'est vrai que l'économie est mondialisée, internationalisée, que les grandes plateformes Internet notamment, elles sont là. Au demeurant, des savoir-faire locaux, on en a à peu près dans tous les secteurs d'activité en France. Et je pense que quand on est soi-même, quand on travaille dans une entreprise, quand on a créé une entreprise comme ça, on le sait. Le territoire à proximité ne le sait pas forcément. Et je pense que l'enjeu d'un projet comme celui-là, c'est pas forcément qu'on va aller acheter des œufs qui ont été produits à côté de chez soi ou des machines, ou des petits robots, là, les micro-robots par exemple qu'on a vu tout à l'heure.
Le fait, c'est de le savoir, de développer la fierté, j'allais dire, d'appartenance territoriale, et que finalement, le territoire devienne exportateur de technologies, exportateur de valeurs, enfin de valeurs ajoutées, et c'est ça qui crée la dimension internationale des entreprises. Le sujet n'est pas de lutter d'opposer la mondialisation et la régionalisation. Le sujet est d'avoir en France, dans les territoires, donc ici en Isère, d'avoir dans les territoires des futurs géants mondiaux. Et de valoriser effectivement ce savoir-faire. Cette exposition, pour conclure, on pourra la voir où cet été ? Alors, cette exposition itinérante va démarrer en effet cet été. Nous avons sélectionné 2 lieux pour le moment, le jardin de ville de Voiron et la grille du jardin de la préfecture de Grenoble. Par la suite, nous avons aussi prévu des affiches publicitaires qui seront positionnées dans les arrêts de bus Transisère grâce à notre partenariat avec le Conseil général du département qui nous soutient aussi dans la réalisation de ce projet. Merci. Merci Nour Ben Salem. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle donc le site pour candidater. www.jceg.fr. Voilà, pour participer donc à cette exposition sur les produits et les savoir-faire du Made in Isère. Et précisément, braquer les projecteurs sur des entreprises de notre territoire, parfois un peu méconnues. C'est la raison d'être de Classe Affaires. Dans un instant, nous irons aux portes du Grésivaudan, à Domaine, découvrir le groupe Payan. Il compte plus de 365 personnes. C'est un incontournable sur le marché de la distribution d'engins de chantier. Il en vend près de 1400 par an et en entretient 15 fois plus. C'est à découvrir dans un instant. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Stéphanie Pay, notre consultant. Et dans un instant, focus sur le groupe Payan, basé à Domaine, mais présent sur une cinquantaine de départements. Il compte 8 sociétés, 27 agences, un groupe de 365 personnes spécialisées dans la distribution d'engins de chantier pour le BTP, pour les travaux forestiers ou pour les activités de levage et de manutention. Une belle histoire qui a débuté en 51. Rendez-vous dans un instant. Avant cela, avant cette découverte, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez poser vos questions à Stéphanie P, qui va tenter d'y répondre. Stéphanie, une question d'Hélène. Elle va tenter. Hélène qui veut savoir ce qu'est le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. À vos souhaits, Christophe. Alors, le prélèvement forfaitaire unique, c'est une mesure qui a été votée à la fin de l'année dernière. C'est également appelé la flat tax. C'est en fait une nouvelle modalité d'imposition des revenus du capital des particuliers. Elle avait été promise par Emmanuel Macron, le président de la République, pendant sa campagne, partant du principe que la fiscalité de l'épargne était excessive et qu'elle ne permettait pas d'orienter l'épargne sur des placements productifs, c'est-à-dire notamment les actions des entreprises. Donc le PFU concerne l'ensemble des revenus de placement, donc il s'agit des intérêts, des dividendes ou des plus-values qui sont réalisés. C'est un taux global forfaitaire, d'où son nom, d'imposition de 30%, qui intègre d'ailleurs le prélèvement social et le prélèvement fiscal, et qui ne dépend pas ni du revenu fiscal du contribuable, ni de son niveau d'imposition. C'est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Voilà. Voilà qui est clair. Merci Stéphanie. Si, comme Hélène, vous voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier, n'hésitez pas à écrire à Stéphanie, classeaffaires@telegrenoble.net. Que ce soit sur un chantier de terrassement, sur un site de débardage en forêt pour l'entretien des pentes en station ou pour de la manutention dans des entrepôts de stockage, des engins toujours mieux adaptés voient le jour. Créé en 1951, le groupe Payan est devenu un concessionnaire incontournable sur ce marché. Basé à Domaine, il réalise un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, plus maintenant 151 je crois. Ça a augmenté. En tout cas, 365 salariés, ça c'est sûr. Pierre Lorac, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, quelques chiffres. Alors les bons chiffres, chiffre d'affaires 150... Chiffre d'affaires sur 2017, 151 millions. Oui. Et une présence sur une cinquantaine de départements. 55 départements en couverture et puis 27 sites physiques en France. Bon, un groupe impressionnant qu'on connaît assez mal aux portes de Grenoble, à Domaine, 365 salariés.
Tout à fait, pas tous répartis sur l'Isère, hein, puisque c'est vrai qu'on couvre le nombre de départements, les 55, mais oui, avec un impact fort, puisque le siège social de l'entreprise est ici. Avec un vaste domaine, 6 hectares pour le site industriel ici près de Grenoble. Oui, parce qu'on fait beaucoup de modifications et beaucoup de préparation aussi de machines et puis d'entretien, de réparation. 27 agences, 8 sociétés au total. Alors pour bien couvrir le territoire, il y a notamment une société historique en Auvergne, je crois. Oui, il y a une société aussi en Auvergne, il y a une société un petit peu sur différents départements. On a 5 entreprises qui font de la distribution et on en a 3 qui font de la location. Alors c'est important, ça c'est les différentes activités de l'entreprise. Vente d'engins, Oui. neufs ou d'occasion. Tout à fait, oui. La location. La location avec une activité voilà, sur les 3 entités. Et puis la maintenance, parce que ces engins, il faut aussi après les entretenir. Tout à fait. Donc là, c'est justement, ça représente à peu près 170 personnes qui font de la maintenance et puis avec 85 techniciens qui sont sur la route avec des fourgons pour intervenir sur les sites des clients ou sur les chantiers en fonction de là où les pannes ou les entretiens peuvent se passer, quoi. Alors intéressons-nous un peu à la vente de ces engins, parfois impressionnants, on va les découvrir dans un instant. Combien vous en vendez chaque année? C'est le chiffre qu'on aime bien chez un concessionnaire. Oui, c'est sûr. Donc là, c'est vrai que cette année, on a fait à peu près 1800 machines, tout confondu, donc avec des activités différentes, hein, comme vous l'avez dit, au niveau du matériel de travaux publics, hein, et puis après toute la partie au niveau forestier, la partie recyclage aussi avec une grosse activité aussi au niveau concassage, et puis toute une partie manutention. Voilà. Donc 1500 machines vendues, engins vendus. C'est des engins qui coûtent très cher. Hein. Oui, c'est sûr. Bah, comme vous pouvez le voir au niveau du chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est impactant. Bon, par contre, ça fait du travail derrière. Oui, parce qu'il faut les entretenir. Vous avez 15 fois plus d'engins à l'entretien. Oui, c'est à peu près ça, puisqu'après, on peut dire qu'à peu près une durée de vie d'une machine, c'est entre 10 et 8 ans en fonction des types de machines. Donc forcément, il y a une typologie de clients qu'on garde et qu'on a encore derrière en entretien et une deuxième vie, quoi. Alors le groupe est né il y a 67 ans. Votre papa, Jean-Louis, l'a rejoint en 1968. Oui. Et sous son impulsion, l'entreprise est passée de 14 salariés donc à 365 aujourd'hui. On revient sur cette histoire avec ce reportage signé Olivier Escalon. Le groupe Payan, c'est une histoire de famille où 3 générations se succèdent. Celle de Pierre et André Payan, les fondateurs, du beau-fils Jean-Louis Laurac et de ses fils Pierre et Gaëtan. Tout commence en 1951 lorsque les frères Payan fondent une société de fabrication de pylônes pour les remontées mécaniques. Un an plus tard, Poquelin, un fabricant de pelles hydrauliques, cherche des concessionnaires. L'entreprise s'engage alors dans la distribution de matériel de travaux publics. Installée à Domaine, elle accompagnera le développement de ce secteur pendant plus d'un demi-siècle. En 1968, Jean-Louis entre dans l'entreprise, il met en place ce qui deviendra l'ADN du groupe, le service après-vente. Pour l'entreprise, le service après-vente, ça implique déjà une première chose, un magasin de pièces détachées important pour avoir de la pièce détachée et pour pouvoir soit répondre aux clients au téléphone et envoyer sa pièce, soit partir avec des pièces pour aller réparer les machines sur le terrain. Une machine de TP, c'est lourd. On ne peut pas, comme une voiture, ramener sa voiture chez le concessionnaire. Nous sommes dans l'obligation d'intervenir. Aujourd'hui, 85 véhicules circulent sur les 55 départements desservis par l'entreprise pour entretenir un parc de plus de 10 000 machines. C'est également à cette époque que la société multiplie les ateliers spécifiques, boîtes de vitesse, ponts, moteurs, pour être capable d'effectuer tous les types de réparations. On a un besoin de spécificité très forte, accrue au niveau technique, c'est-à-dire que ce soit en chaudronnerie, en hydraulique, en électrique, en peinture, carrosserie. Donc on a besoin de tous ces gens pour pouvoir proposer un vrai plus à nos clients. Dans les années 90, Payan élargira ses gammes avec la forêt, le recyclage et la manutention, puis dans les années 2000 avec la location d'engins. La diversification s'accompagne d'une expansion territoriale, d'abord sur Rhône-Alpes et l'Auvergne, puis sur toute la moitié sud-est du pays. Aujourd'hui, la société compte 27 sites, elle emploie 365 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 151 millions d'euros. Pierre Laurac, aujourd'hui, le groupe Payan est un des premiers distributeurs indépendants de ce type en France.
Oui, on est le premier, si on peut dire, à capitaux indépendants aujourd'hui au niveau français, au niveau de la distribution. Ouais. Parce que l'entreprise est restée familiale, hein, on le voit bien. L'entreprise, elle est toujours familiale, comme vous avez pu le voir sur le reportage, donc il y a toujours la famille et c'est nous qui sommes à la tête aujourd'hui de l'entreprise. Alors vous travaillez avec les plus grands constructeurs ? Oui, on travaille avec différents constructeurs, avec Volvo, avec Kobelco, avec Metso, avec John Deere sur la partie forestière. Certains même en exclusivité, non ? Tout à fait, c'est vrai qu'on a des contrats, c'est pour ça au niveau couverture on dit qu'on a 55 départements parce que justement c'est les contrats qu'on dépend justement au niveau des secteurs géographiques. Alors, l'ETP, j'imagine, fait une bonne part du chiffre d'affaires, c'est l'essentiel de l'activité. Comment ça se ventile ? C'est l'essentiel de l'activité. Aujourd'hui, le travaux publics, c'est à peu près 70% de notre activité. Après, le reste se resépare. Vous avez à peu près 15% au niveau du matériel forestier, 10% au niveau du recyclage et puis après 5% au niveau de la manutention. Recyclage et manutention, d'ailleurs, c'est un des axes de développement importants. C'est un marché émergent ces dernières années. C'est un marché qui aujourd'hui est en développement, hein, comme vous pouvez le voir un peu de partout. Aujourd'hui, on cherche à recycler dans les appels d'offres aussi au niveau de nos clients pour les travaux au niveau des routes, au niveau de l'ensemble. Ils sont dans l'obligation de pouvoir recycler les matériaux qu'ils traitent, qu'ils utilisent sur place. Donc, c'est un impact où aujourd'hui, nous, on cherche à se développer et aller vers ça pour tendre vers le côté un petit peu innovant et le côté amener des solutions techniques à nos clients. Quelques exemples, on a vu quelques engins dans le reportage, quelques exemples d'engins impressionnants parce qu'on a toujours des engins très typiques pour des missions très précises et pour le commun des mortels c'est toujours intéressant. Oui, c'est vrai, comme vous avez pu le voir sur du matériel, par exemple, si on prend le matériel forestier, vous avez vu une grosse machine, une abatteuse, c'est une machine qui sert à prendre le bois, à le couper, à les brancher complètement et après à le billonner en fonction des longueurs. Et elle est en communication maintenant avec les scieries. Donc c'est vrai que l'opérateur a des besoins de technologie et d'informatique un petit peu embarqués à l'intérieur. Un autre exemple, allez. Un autre exemple, on va dire que le recyclage, si on peut dire, aujourd'hui sur du concasseur, vous mettez des gros cailloux, vous en ressortez des tout petits, donc c'est le côté intéressant. C'est des machines qui coûtent combien, ça, par exemple ? Oh, ça avoisine à peu près entre 500 et 600 000 euros, oui. Des exemples toujours impressionnants. Alors, une entreprise qui a toujours souhaité se développer en famille, on le disait. Votre papa, d'ailleurs, travaille encore à vos côtés, avec votre frère Gaëtan. Et ce qui vous rassemble aussi, c'est l'esprit de conquête, la gagne. D'ailleurs, tous les trois, vous avez été sportifs de haut niveau, des compétiteurs. Un caractère de battant qui ne vous quitte pas, même dans le monde de l'entreprise. Basé à Domaine, le groupe Payan distribue, loue, répare et entretient du matériel de travaux publics, du matériel forestier, de manutention et de concassage. À sa tête, on trouve 3 membres de la famille Lorac. Le père Jean-Louis, directeur général du groupe Payan et pilote de rallye en son temps. Le fils cadet, Pierre, président du groupe et double champion de France de rallycross avec l'écurie Citroën en 99 et en 2000. Et son frère Gaëtan, responsable marketing et champion du monde junior de descente à ski en 1993. Chez les Lorac, on est compétiteur dans l'âme. Vous savez, notre métier, c'est la compétition. Aujourd'hui, c'est bien de participer, mais gagner, c'est mieux. Nous sommes une quinzaine de confrères qui faisons le même métier. Et chaque fois qu'un client achète une machine, il en achète une. Il en achète chez un. Donc, il vaut mieux gagner. Et pour gagner, la famille cultive la démarcation par l'innovation. Déjà en 1953, Pierre Payan, le grand-père, conçoit la première pelle automotrice dont il revend le brevet au constructeur Poquelin. Aujourd'hui, cette politique s'appuie sur la vente de matériel dernière technologie, comme ici les premières pelles hybrides, sur l'adaptation du matériel aux besoins spécifiques du client, mais également par le développement de technologies originales. C'est le cas du Altrac, installé sur toute la partie arrière d'un débusqueur, une machine dédiée à l'exploitation forestière. La machine est radiocommandée intégralement, ce qui permet au chauffeur d'être en dehors de sa machine, de pouvoir descendre avec le câble, de pouvoir accrocher son câble au bois et de faire remonter le bois tout seul. Donc la personne n'est pas obligée de remonter dans son tracteur, donc il a la radiocommande intégrale dedans. Il peut gérer sa vitesse d'avancement de la machine, gérer les treuils, l'enroulement, le déroulement de sa machine complet sans être obligé de remonter et de descendre. Dernière innovation en date, le développement et la réalisation d'un système d'enrouleur adapté sur une pelle mécanique et capable de descendre la pelle à 60 mètres de profondeur. Payan a vendu 3 de ces systèmes à Vinci qui serviront à creuser les puits des gares du RER pour le Grand Paris.
Pierre Lorac, que je comprenne bien, vous êtes un concessionnaire, mais vous ne faites pas que vendre des machines, vous inventez les outils qui peuvent s'adapter sur ces machines, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. Nous on n'est pas que distributeurs. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'être aussi concepteurs et d'adapter le matériel en fonction des besoins des clients. Donc ça, on a une forte technologie à l'intérieur et de compétences à l'intérieur de notre entreprise. Ça veut dire que vous avez un bureau intégré, un bureau d'innovation intégré? Oui, on a un bureau d'innovation intégré chez nous, où on a des gens qui travaillent au niveau de la R&D et qu'on essaye de développer et qu'on donne la chance aussi à nos gens de pouvoir développer et de s'intégrer et de nous amener des solutions. Donc vous faites en quelque sorte des prototypes sur mesure à la demande en fonction des besoins de vos clients? Tout à fait. Alors, ce n'est pas que des protos, puisque derrière, on essaye justement d'amener de la technologie derrière. Mais oui, on développe tout ça en interne et avec des brevets que l'on dépose par la suite. Alors, il y a une devise dans le groupe Payan, c'est la passion du service et notamment la proximité. Ça, c'est très important. On l'a vu, vous êtes implanté sur 55 départements. Vous dites, on ne doit pas être à plus de 80 km de nos clients. Oui, on essaye quand on cherche à positionner une nouvelle base, on essaye de regarder le potentiel d'un marché et d'essayer de rayonner à moins de 80 km du client le plus éloigné. Alors forcément, en fonction du potentiel marché, en fonction de nos équipes. Et s'il y a un petit potentiel, on essaye de trouver justement une petite base ou une personne en service après-vente sur place qui est de chez nous. L'objectif, c'est d'être réactif, de pouvoir aller dépanner un client le plus vite possible. Ah oui, aujourd'hui, on s'est toujours focalisé là-dessus, justement sur la réactivité et la rapidité d'exécution. Comme vous avez pu le voir, le matériel coûte excessivement cher. Par contre, s'il y a des impacts derrière au niveau de nos clients qui sont forts aussi derrière, si la machine est arrêtée plus d'une semaine, Et il y a évidemment de fortes attentes de la part de vos clients. Et on le disait tout à l'heure dans le reportage, il y a une flotte de fourgons avec des techniciens prêts à intervenir à tout moment, des fourgons qui sont géolocalisés, qui sont en lien permanent avec des centres de données de façon informatique. Oui, comme vous avez pu le voir un petit peu sur les images où on a de la géolocalisation au niveau de nos techniciens, justement pour pouvoir prendre le bon dépanneur au plus proche du client pour pouvoir intervenir au plus vite. Et puis on a aussi toute une phase où on fait de la formation au niveau de nos jeunes pour justement amener de la qualité et amener de l'exploitation. Aujourd'hui, nos machines derrière sont gérées principalement par des ordinateurs. C'est fini la masse et le gros pied de biche. Aujourd'hui, on a besoin de compétences et on a besoin aussi de gens formés dans nos métiers. C'était ma dernière question précisément. Ça veut dire que le groupe Payan embauche ? Oui, on continue. Notre croissance, on cherche à la faire. On continue encore à se déployer et à se développer encore un petit peu. Sur le début d'année, là, on a pris 11 personnes complémentaires. On a une trentaine de jeunes en formation en alternance derrière, avec des contrats d'apprentissage ou avec des bacs pro ou des BTS, qu'on essaye de faire monter en fonction des compétences pour pouvoir se permettre de générer des techniciens par la suite pour pouvoir continuer à entretenir notre parc et le parc de nos clients. Un métier, évidemment, Stéphanie, qui est, on l'imagine, très capitalistique. Oui, c'est un métier qui est très capitalistique et on voit que l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas que distributeur, vous l'avez dit, vous apportez du service et puis surtout, vous apportez de la valeur ajoutée. Et c'est là que vous trouvez votre marge parce que c'est pas dans la pure distribution que ça se trouve. J'allais poser la question sur la formation. Donc vous avez en fait, j'imagine, beaucoup de temps consacré à la formation de vos propres collaborateurs. C'est vous qui les formez. J'imagine que vous ne trouvez pas de gens... On a un petit peu du mal à les trouver. On a beau les chercher à l'intérieur dessous, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on travaille avec des lycées, on travaille avec des MFR, on travaille avec la MFR de Crolles, par exemple, qui est locale, où aujourd'hui on amène des jeunes, on essaye de les pousser et on les prend en formation. Et c'est vrai que ça a un impact important dans notre entreprise, puisque aujourd'hui on ne fait pas que faire balayer la cour, on essaye de les former, puisque le but c'est de les embaucher par la suite et de monter en compétences après avec eux, Et vous avez un gros turnover ? Alors, aujourd'hui, on va dire que non, sur la globalité de l'entreprise, non, puisqu'on a des gens, on vient encore de célébrer encore des gens qui sont partis à la retraite avec 42 ans de maison, encore la semaine dernière. On va dire que les jeunes aujourd'hui sont peut-être un petit peu moins à focaliser sur 42 années dans la même entreprise, mais je pense qu'on a la possibilité de faire évoluer les gens et de faire grandir les gens. On l'a vu, une entreprise qui innove,
qui forme et qui joue beaucoup sur la proximité, l'investissement dans les agences. C'est évidemment là-dessus que vous basez l'avenir, j'imagine. Oui, parce que c'est vrai que les investissements au niveau des agences, avec l'innovation, avec plein d'éléments à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, on innove aussi sur du matériel avec les brevets, avec des choix stratégiques aussi sur des machines, comme l'appel hybride et tout ça, qu'on a mis, nous, en location pour faire découvrir, pour essayer d'amener aussi à nos clients des choses un petit peu plus vertes derrière pour pouvoir se développer et continuer à essayer de tenir notre belle planète. Belle stratégie, très beau groupe. Pierre Lorac, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie. Merci Christophe. Classe à faire, à voir et à revoir sur Télé Grenoble, sur le site internet de la chaîne également. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, sur le web, pour le supplément de Classe à faire. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe à faire dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.